Je voudrais accueillir sur scène Bertrand Picard qui nous fait l'honneur de venir pour introduire cette séquence. Bertrand. Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce que c'est un pitch? C'est une fenêtre sur l'avenir. Et si vous remarquez, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils ont fait, à leurs croyances, à leurs paradigmes, à leurs certitudes. Et l'avenir, dans ce sens-là, est une source d'angoisse terrible. Alors moi, ce que j'aime dans les pitchs, c'est que c'est une fenêtre sur l'avenir qui rassure, qui donne confiance, et non pas qui fait peur, parce qu'on amène des solutions. Et il n'y a rien de tel que de voir des problèmes sans voir de solutions. C'est ça qui paralyse notre société aujourd'hui dans la protection de l'environnement, dans la transition énergétique, c'est que tout le monde se dit on doit changer, mais on ne sait pas comment changer. Alors qu'il y a des solutions extraordinaires partout. Moi, ce qui me fascine en voyant le monde aujourd'hui, c'est la créativité des entrepreneurs. Et c'est souvent des tout jeunes qui démarrent, c'est ceux qui remettent en question les certitudes, c'est ceux qui osent, sur le plan conceptuel, être complètement fous. On leur dit « mais jamais ça marchera ». Et ils y croient quand même. Alors bien sûr, il y a des échecs, il y a des voies sans issue, mais souvent, il y a des succès retentissants. Alors les succès retentissants, on les voit tous dans les médias, mais ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus importants. Évidemment, il y a des petites startups qui tout à coup font des capitalisations boursières de plusieurs milliards. Mais ce qui me fascine le plus, c'est la créativité qui permet d'améliorer la qualité de vie. C'est tous ceux qui arrivent à changer l'ordre établi pour le mieux. Et aujourd'hui, vous allez voir des entreprises dont certaines sont membres déjà de l'Alliance mondiale des solutions efficientes que la Fondation Solar Impulse a créée. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups possèdent des solutions qui ne sont pas connues, alors qu'elles pourraient changer le monde. Elles ne sont pas connues parce qu'elles n'ont pas été communiquées ou bien simplement parce que les systèmes d'intérêt dans notre monde ne se portent pas sur elles. Ou parfois parce qu'on ne croit pas à leur rentabilité. Alors aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la plupart des solutions qui peuvent protéger l'environnement, contrairement à autrefois, sont devenues rentables. Vous avez des manières de protéger l'environnement par les économies d'énergie, par l'économie de matières premières, par l'efficience énergétique, par la production d'énergie, par la digitalisation de la consommation, tout ce dont on a besoin, eh bien aujourd'hui, ce n'est pas seulement une manière de protéger l'environnement, c'est une manière de créer des emplois, c'est une manière de faire du profit, c'est une manière de produire de la croissance. Alors, quand on entend ces trois mots, profit, emploi, croissance, on se dit, ça y est, ça, c'est anti-écologique. Eh bien non. Aujourd'hui, on peut être logique encore plus qu'écologique. Aujourd'hui, remplacer les systèmes inefficients et polluants par des systèmes efficients, modernes, propres, technologiquement au point, tout ça, c'est une manière de protéger l'environnement et de créer de la croissance. Mais c'est clair que la croissance propre est nécessaire. On ne peut pas continuer avec le statu quo sale d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a toutes les manières de faire et la technologie est au point. Mais l'obstacle, il n'est pas technologique, il est psychologique. Il est psychologique, l'obstacle. Je reviens de Californie, j'étais encore en Californie hier matin. Eh bien, il y a là-bas une loi qui a été signée il y a 3 jours par le gouverneur américain, par le gouverneur californien, Jerry Brown, pour obliger en 2045 100% d'utilisation d'énergie pour la Californie. 100%. Dans d'autres pays du monde, on n'ose même pas articuler 2045 comme le moment où on enlèvera les moteurs diesel des villes. Donc vous voyez que tout est une question d'individus qui ont une ambition, qui ont un esprit de pionnier, qui prennent des responsabilités. Et c'est ça qu'il faut devenir. Il faut arrêter d'être des suiveurs. Il faut arrêter de regarder le monde en se disant on ne va rien pouvoir changer. On peut beaucoup changer, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout seul changer tout. Par contre, on peut tout seul changer un petit peu. Et si on se met à plusieurs, on changera un peu plus. Alors les startups aujourd'hui, elles ont un rôle fondamental. Tous ces inventeurs, tous ces entrepreneurs sont en train de créer un réseau qui change l'esprit du monde, qui donne des arguments à ceux qui veulent promouvoir un avenir meilleur, qui donne de la confiance, qui donne de l'entrain.
Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut accepter d'être insatisfait de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me demande tout à l'heure dans un interview, qui m'a demandé, en fait, celui qui crée, c'est celui qui est à l'aise dans son domaine. Non, pas du tout. Celui qui crée, c'est celui qui n'est pas à l'aise dans son domaine. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il ferait? Il continuerait la même chose. C'est quand on n'est pas à l'aise, c'est quand on n'est pas satisfait, c'est quand on n'est pas content du statu quo, qu'on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut changer quelque chose? Donc vous voyez que l'innovation, ce n'est pas tellement quand on a une nouvelle idée. L'innovation, c'est quand on abandonne une ancienne certitude. C'est quand on fait le contraire de ce qu'on a appris. On ne doit pas être un robot qui reproduit systématiquement ce qu'on a appris, sinon on ne change rien. Il faut au contraire se dire, voilà ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire autrement? Comment est-ce que je peux faire différemment? Comment est-ce que je peux aller contre toutes ces habitudes? Et comme ça, on change les paradigmes. Comme ça, on voit que l'impossible, il n'est pas dans la réalité. L'impossible, il est dans notre tête. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut créer quelque chose de nouveau, on peut devenir une start-up, on peut devenir une entreprise qui vient pitcher, qui peut gagner un prix, qui gagne quelque chose. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que le monde politique comprenne que l'innovation ne doit pas simplement être poussée par des événements comme celui d'aujourd'hui, elle doit également être tirée. Aujourd'hui, on pousse l'innovation, c'est très bien, mais il faut aussi créer un cadre légal qui favorise l'implémentation de ces solutions, l'implémentation de ces nouvelles technologies. Parce qu'il y a aujourd'hui un vide complet au niveau réglementaire, au niveau législatif, qui laisse la part belle au passé. Et c'est très difficile d'arriver à faire percer une nouvelle technologie dans un cadre législatif démodé. Il faut que le cadre législatif d'aujourd'hui crée le besoin pour tirer ces innovations vers le marché, pour que la société en ait véritablement besoin. C'est comme ça qu'on aura des emplois. C'est comme ça qu'on aura des nouvelles technologies qui arriveront et qui permettront à tout le monde de se développer et de s'épanouir. Alors bravo pour ce que vous faites. Beaucoup de succès à ceux qui vont pitcher. Et puis une amitié particulière à ceux qui sont déjà en relation avec la Fondation Solar Impulse. Bonne matinée à tous. Bien, merci Monsieur Picard pour cette brillante introduction. Nous allons donc aujourd'hui ouvrir 10 fenêtres et voir quels sont les paysages qu'elle nous propose. Le principe va être 3 minutes de pitch et 2 minutes de questions. Donc je serai là pour veiller au bon déroulé du timing. Donc la première société qui va passer sera la société Altmaker, qui nous vient de Troyes. Et on peut les applaudir. Merci. Bon, dure tâche de passer après Bertrand Picard. On va essayer de faire au moins aussi bien. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter donc Ecodesign Studio. Alors en fait, je vais d'abord vous parler de Bob. Bob, c'est un concepteur de produits. Et puis il doit concevoir une nouvelle chaise. Et un jour, le marketing vient le voir et lui dit en ce moment, on entend beaucoup parler d'environnement. En plus, nos clients commencent à nous le demander. Fais-nous une chaise éco. Une quoi? Une chaise écolo, quoi, quelque chose. Enfin, débrouille-toi, c'est toi le concepteur. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire une chaise écolo? Est-ce que en la remettant en verre, ça pourrait marcher? Est-ce qu'une chaise en bois, est-ce qu'on la livraison à vélo, ça serait la bonne solution? Pas sûr que tout ça réponde aux attentes des clients, aux problématiques économiques et fonctionnelles de l'entreprise. Donc, Bob, il va continuer à chercher, et puis il va tomber sur une notion intéressante, c'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est finalement de regarder son produit sur l'ensemble de son cycle de vie et puis d'en déduire les impacts sur l'environnement et d'agir là où il faut vraiment agir. Ça semble une idée intéressante. Sauf qu'aujourd'hui, l'éco-conception, ça reste quand même un peu trop souvent une affaire d'experts. Ça reste une affaire d'experts où on a besoin de temps et où c'est très complexe à mettre en place. Donc ça correspond finalement peut-être pas tout à fait à ces problématiques économiques. Sauf que finalement, Bob, il a la solution. La solution, c'est Ecodesign Studio. Avec Ecodesign Studio, il va pouvoir modéliser très facilement par une interface web son produit, son cycle de vie et en déduire où sont les points chauds. Par exemple, ici,
le transport de distribution, parce qu'on livre la chaise en entier. Ou alors l'assise, parce que c'est elle qui va s'user le plus. Donc il va pouvoir très facilement identifier les points chauds. À partir de là, Bob va pouvoir travailler avec l'ensemble de ses équipes pour mettre en place un plan d'action. Par exemple, diminuer les emballages, travailler sur des nouvelles matières, travailler sur la réutilisation de nouvelles assises, et ainsi de suite. Ce plan d'action, il va pouvoir le suivre au fur et à mesure du projet pour, à la fin, arriver sur une nouvelle chaise qui corresponde complètement aux besoins des consommateurs, qui correspondent aux problématiques économiques de l'entreprise et qui, en plus, apportent une valeur supplémentaire grâce à la prise en compte de l'environnement. Grâce à la prise en compte de l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, donc avec un évitement de déplacement de pollution. Et puis Bob, il va pouvoir continuer à faire ses projets au fur et à mesure parce que ce premier projet, il est intéressant et en plus, il est rentable. On sait qu'aujourd'hui, pour 96% des entreprises qui font de l'éco-conception, l'impact sur les profits est positif ou neutre. Donc, c'est rentable. Donc, Bob va pouvoir continuer à la diffuser au sein de son entreprise. Et Bob va pouvoir, grâce aux interfaces web, faire intervenir l'ensemble des participants de l'équipe projet. Le marketing pour de la veille stratégique, les fournisseurs, ses équipes innovation. Et puis, au fur et à mesure, Bob va pouvoir piloter l'ensemble de sa démarche et avoir une vision d'ensemble de tous les projets d'éco-conception dans l'entreprise. Cette solution, c'est donc Eco-Design Studio que nous éditons au sein d'Atelmaker depuis maintenant 2 ans. Merci. Voilà, les 3 minutes sont écoulées. Donc nous allons maintenant passer aux 2 minutes de questions. Donc levez la main et un micro vous sera apporté dans les meilleurs délais. Oui, bonjour. Donc on a compris que vous faites de l'éco-conception. Les moteurs derrière pour apprécier la qualité des solutions mises en place, mettre des notes et calculer l'impact, c'est propriétaire ou vous sourcez ça ailleurs? Non, on source ça ailleurs. On utilise les bases de données notamment reconnues, celle de l'ADEME pour la France, EcoInvent qui est une base de données suisse également, et puis les bases de données de chacune des entreprises parce que les débutants n'ont pas leur base, mais les entreprises expertes, il y en a. Cet exemple-là, c'est Steelcase, qui est une entreprise experte sur le sujet. Ils ont déjà leurs données aussi, qu'on est capable de réintégrer. D'autres questions ? Vous aviez parlé de capitalisation d'expérience quand on faisait plusieurs projets à la suite. Ça marche à peu près comment? En fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des projets, l'entreprise va pouvoir identifier les pistes d'action qui fonctionnent. Donc, en fonction des types de projets. Okay, sur une chaise, au sein de l'entreprise, le changement de telle matière, on l'a fait sur 1, 2, 3 projets, ça fonctionne. Donc, le logiciel va pouvoir le proposer en avant. Ou au contraire, ça ne fonctionne jamais. Donc, on peut mettre un warning en disant « Attention, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné ». Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner sur ce projet-là. Donc, tout en restant à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on est sur des problématiques d'innovation, donc on ne va pas faire de l'inter-entreprise. Mais voilà, c'est un des exemples de capitalisation entre projets. Votre solution, vous la proposez à des entreprises pour leur politique d'achat ou au niveau de la conception de leurs produits? Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, c'est plutôt au niveau de la conception. Donc, c'est pour pouvoir agir sur la conception. On a en parallèle des projets avec des entreprises qui veulent implémenter ça dans leur processus achat, qui ont donc beaucoup moins d'informations sur la nomenclature, très technique, mais où on peut quand même interagir avec les fournisseurs sur d'autres problématiques. Les 2 minutes sont terminées. Merci beaucoup. J'invite Carte Débat qui nous viennent de Nancy à me rejoindre pour leur présentation. Oui, on peut les applaudir. Ah, bonjour, allez-y. Donc vous l'aurez compris, quand je m'approche, c'est qu'il faut conclure. Entendu. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Olagnon et je viens vous présenter aujourd'hui un logiciel qu'on a monté avec le CNRS pour mener des concertations pour l'aménagement du territoire, mais aussi ce qu'on appelle des débats sciences-société. Alors, on s'adresse aux maîtres d'ouvrage, qui sont nos clients, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, pour étendre, faire l'articulation entre les réunions publiques d'information qu'ils font sur le terrain et notre plateforme qui vient donner la possibilité à ceux qui ne se rendent pas aux réunions de s'informer et de dialoguer directement avec le maître d'ouvrage.
Alors, pour essayer de rebondir aux propos qu'on a entendus tout à l'heure, le petit changement de paradigme, l'insatisfaction qu'on avait par rapport à ce qui existait déjà sur le marché, c'est que beaucoup de maîtres d'ouvrage, notamment pour l'éolien, tentent de faire passer leur projet rapidement jusqu'à l'enquête publique qui vient donner l'autorisation pour construire un parc sans faire de vagues. Et donc en travaillant avec les chercheurs du CNRS, on s'est rendu compte, notamment avec un auteur qui s'appelle Clément Mabi, qu'aujourd'hui, l'exigence de transparence et puis la demande de compréhension des acteurs du territoire donnait la possibilité d'aller expliquer directement pourquoi on fait ce projet. On parle de transition énergétique aujourd'hui. Eh bien, c'est l'occasion d'en débattre avec les acteurs du territoire et de travailler à ce que les projets soient adoptés par les acteurs du territoire en amont, avant l'enquête publique. Bon, c'est beaucoup de droit de l'environnement, mais justement, sur le cadre juridique, on a cette opportunité dernièrement, depuis août, avec tout ce qu'on appelle la digitalisation de la concertation, mais aussi de l'enquête publique. Alors, on s'adresse également aux collectivités pour des projets, je ne sais pas, aujourd'hui on parle du vélo, ça peut être pour des pistes d'aménagement, de cyclables. Et bon, sur le dialogue renforce la légitimité, l'idée c'est aussi de dire qu'il y a des élus, mais pour faire passer les projets qui soient vite adoptés, c'est aussi important de travailler avec les acteurs du territoire. Alors on s'adresse aussi aux jeunes, ceux qui viennent pas aux réunions d'information la plupart du temps. Et en ce moment, par exemple, on mène une consultation citoyenne sur l'Europe et on a mené des débats en ligne avec des étudiants de Sciences Po Nancy, et puis aussi on s'apprête à travailler avec des lycéens de la Meuse de manière à collecter des arguments contradictoires et puis des contributions tout simplement des plus jeunes. Hein. C'est des points de vue qui sont difficiles à collecter. Bon, là, c'est sur l'exigence open data. On montre un sceptique. Hein, je ne reviens pas sur l'idée de Clément Mabi d'aller directement parler au plus... Et il faut conclure. 3 minutes, ça passe vite. Bon, très rapidement, ça permet de voir la diversité des points de vue sur des projets d'aménagement et de travailler sur des sujets qui sont liés au commun. Hein, ce qu'on partage comme des forêts ou bien la gestion de l'eau, par exemple. Très bien, bien, merci beaucoup. Et, on va passer donc aux 2 minutes de questions où on peut applaudir. Donc si vous avez des questions. Oui, peut-être une première question. Qui sont vos clients en fait? Quel est votre business model? Alors un client, par exemple, c'est Cadran Énergie Marine, avec ici un exemple de cas d'usage pour une concertation sur un des parcs éoliens pilotes flottant en Méditerranée. On a aussi RTE ou la région Occitanie comme client, par exemple. Comment vous mesurez l'impact de la concertation? Alors, c'est des données. Et ce qui est intéressant, c'est de compiler ce qu'on arrive à attraper sur le terrain avec ce qu'on collecte dans le champ numérique. Donc, particulièrement dans le champ numérique, par exemple, on demande le code postal. Parce que s'il y a des projets d'aménagement, quand on contribue, hein, on s'inscrit, on met son code postal. Et c'est une façon de voir si ce sont des personnes du territoire qui cherchent à dialoguer avec le maître d'ouvrage, ou si ce sont plus, par exemple, des militants parisiens ou d'autres qui peuvent venir perturber. Pour prendre la décision, on a besoin d'avoir ce type de données. Est-ce que vous avez déjà su mesurer, comparer en fait l'engouement sur une plateforme numérique par rapport à des réunions publiques de concertation? Est-ce que ça, vous avez autant de monde ou... Alors, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour dire il y en a autant ou plus, etc. Ce qu'on fait en particulier, c'est de restituer ce qui a été dit dans les réunions publiques de manière à avoir une traçabilité des données. Ça permet de les déposer en cas de recours juridique, par exemple. Et si on est bon dans l'articulation entre le terrain et le numérique, là, on obtient vraiment le nombre, en fait, hein, qui est pertinent pour mesurer quelle est l'acceptabilité d'un projet, quelle est la compréhension du projet, etc. Voilà, les 2 minutes sont écoulées. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci.
Alors, la start-up suivante nous vient de Saint-Dié-des-Vosges et il s'agit de eWatch. Bonjour. Tout est là. Bonjour à tous, Nicolas Babel, société eWatch. Donc eWatch est une société qui est spécialisée dans l'IoT industriel. Donc l'IoT industriel, en fait, c'est l'utilisation des technologies pour aller connecter les usines, avec un volet particulier pour eWatch qui est la maîtrise énergétique comme porte d'entrée. Ce qu'il faut savoir de l'IoT, c'est un des éléments, une des briques technologiques pour aller vers l'usine 4.0, donc c'est-à-dire aller apporter tout un tas de services aux entreprises. La problématique, c'est que les usines actuelles, surtout celles que nous on côtoie, en sont plus, on va dire, à ce stade-là d'évolution, et il n'y a pas de réseau sans fil en place, il n'y a pas de connectivité Internet. On est souvent dans des cas et des usines qui datent depuis plusieurs années. Si on prend par exemple un cas concret, donc c'est une usine sur laquelle on a travaillé avec une problématique. La société a eu un dépassement de consommation en 2016, et la facture est passée de 25 000 à 50 000 euros mensuels, avec un conseil de son fournisseur d'énergie qui était passé à l'abonnement supérieur. Voilà, c'était le niveau de conseil qu'il avait, donc on s'est rencontrés. On lui a fourni toute une solution technique pour pouvoir monitorer son usine. Et donc après, on va voir l'effet que ça a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun compteur en place, pas de système de supervision. C'est une usine qui ressemble à ça, qui n'est pas, voilà, quand on cherche usine 4.0, usine connectée, on voit des usines du futur, des bâtiments neufs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la majorité du parc ressemble à ça. Donc c'est un vrai défi d'aller... Je suis plus connecté. Voilà, donc l'enjeu c'est d'avoir une solution pour pouvoir équiper un industriel, donc il y a des enjeux économiques, donc avec un ROI très court. Plug and play, il faut que la solution soit très facile à mettre en œuvre sans avoir besoin de casser toute l'installation, de tirer des câbles partout, et ouverte, parce qu'on parle d'usine 4.0, et un des enjeux c'est la connectivité, donc de pouvoir se raccorder à différents produits matériels sur le terrain, mais aussi des solutions logicielles. J'essaye. Hein. Je me retourne vers la technique, vu que... Que se passe-t-il? C'est ça. Voilà, donc on a, avec eWatch, amené une solution complète qui va du capteur jusqu'à la plateforme. Temps d'installation par les équipes du client, 5 heures, 8 000 € d'investissement et retour sur investissement, donc fatalement extrêmement rapide vu que vous avez eu un dépassement de consommation, donc de l'ordre d'une semaine pour amortir le matériel, la solution. Ça leur a permis de mettre en place différentes actions. Hein. L'économie d'énergie a été faite par le remplacement de compresseurs, gestion des fuites d'air, tout un tas d'optimisations qu'ils ont pu faire par la visualisation en fait, des données, parce qu'avant ils n'avaient pas de données, donc faire un investissement sur du matériel, c'est compliqué quand on n'a pas de mesure. Et là, eWatch a amené tout ce qu'il fallait. Donc comment on fait, comment la magie opère? On travaille sur la connectivité au niveau du matériel, de la plateforme, donc on peut intégrer différentes marques et nos capteurs, et côté logiciel, pour interfacer avec d'autres applications. Et ainsi s'achève votre brillante présentation. D'accord. Merci. Malgré les problèmes techniques quand même. Alors j'avais mis en pause pendant les problèmes techniques, mais j'ai été équitable. Merci beaucoup. On va passer on est passionné, c'est pas évident. Voilà. On va passer aux questions. Une petite question sur les capteurs. Vous développez vos propres capteurs ou vous agrégez des capteurs d'horizons différents? Qu'est-ce que vous avez développé et qu'est-ce que vous agrégez dans le tout? Alors on a commencé effectivement par le développement de notre capteur. On vient du matériel, on vient du monde du matériel. Donc on développe les capteurs à valeur ajoutée et après on peut intégrer des capteurs tiers quand voilà, il n'y a pas d'intérêt à le développer parce qu'il y a des produits pas chers sur le marché qui répondent aux besoins. Est-ce que vous instrumentez l'usine durablement ou seulement pour un projet? Non, l'objectif est bien d'avoir un accompagnement long terme pour rentrer dans une démarche, on ne l'a pas vu, on va connecter même la production. Donc c'est vraiment un suivi de production, optimisation de production. On va plus loin que le simple monitoring énergétique, effectivement, dans la durée. Dans ce cas-là, comment intégrez-vous les aspects cybersécurité? Alors les aspects de cybersécurité, justement, c'est notre métier, on va dire, de sécuriser, de travailler sur ces données pour bien, et c'est nous, on met à disposition un système de gestion de données sécurisé à l'industriel pour qu'il ait justement tous ces aspects-là pris en compte.
Et l'interface utilisateur que vous avez montré avec les graphiques et tout, c'est propriétaire ou c'est aussi quelque chose que vous agrégez? Alors, c'est propriétaire, c'est nous qui l'avons développé. Par contre, avec un connecteur qui permet effectivement, sur une marketplace, d'intégrer d'autres solutions tierces pour de la gestion de piscine, ou des gens qui ont une maîtrise de leur métier peuvent intégrer leurs propres solutions dedans. C'est totalement ouvert. Alors, il est très vaste. On peut travailler avec des industriels comme Socomec, des grosses sociétés, mais ce qu'on vise, c'est effectivement le ventre mou, plutôt des PME qui, justement, n'ont pas accès ou dont on ne s'occupe pas. Platex en est un exemple frappant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. La start-up suivante nous vient de Metz et il s'agit de Creobox. Bonjour. Alors la technique m'a précisé, il faut, si vous utilisez le pointeur, il faut viser là-bas. Alors il ne faut pas viser là-bas justement. Très bien. Bonjour à tous. Je suis à la société Creobox et on va vous présenter GardenShare. Donc pour ça, plein d'acteurs qu'on va mettre en place. D'abord, les jardiniers, les maraîchers, les villes et les associations. Des problèmes ont été découverts, donc un manque de biodiversité dans un premier temps, une faible qualité des sols et ensuite un surplus existant qui actuellement n'est pas partagé. Donc notre solution pour répondre à ça, actuellement, c'est de vous donner d'abord deux plateformes. Une première qui va vous permettre, pour les jardiniers et les maraîchers, qu'ils soient amateurs ou experts, de pouvoir designer leur jardin, faire un suivi de leur parcelle, mettre leurs légumes dedans, et aussi avoir donc tout le suivi et des notifications et des conseils en fonction du niveau de l'utilisateur. Et une plateforme communautaire pour qu'ils puissent discuter entre eux et faire les échanges nécessaires au sein d'un territoire. Et une fois qu'ils ont un surplus, ils peuvent leur partager via la plateforme sur une deuxième qui est axée sur les villes et les associations. Et elles pourront organiser ce surplus. En même temps, des données qu'on va pouvoir récolter de la première plateforme, on va pouvoir leur donner des indicateurs d'autosuffisance alimentaire, de biodiversité et aussi de la qualité des sols. Parce qu'en parallèle, on développe un petit objet connecté qui nous permet de récupérer en temps réel les données du jardin. Donc pour ça, ce que nous avons besoin, c'est d'abord de communiquer. Donc nos amis jardiniers ne sont pas férus de l'iPhone, donc on va devoir un petit peu les aider au niveau de l'UX et aussi au niveau de la démarche dans laquelle ils arrivent. Donc on espère accompagner tout le monde du débutant jusqu'à l'expert. Donc on va communiquer via les réseaux sociaux. Ensuite, nous souhaitons donc gagner de l'argent via des petits abonnements, d'abord pour les jardiniers, ensuite un abonnement supérieur pour les experts et les professionnels, et bien sûr une plateforme dédiée aux villes et aux associations pour organiser le tout. Donc pour ça, on a besoin de plein de gens, des développeurs, des botanistes, vous, bien sûr, et tout le monde pour que ce projet soit à terme et puisse améliorer la biodiversité. Donc actuellement, nous sommes créés depuis à peu près 6 mois et nous avons de belles prévisions pour la suite. Nous souhaitons embaucher rapidement. Nous avons déjà un stagiaire, nous avons déjà un investisseur qui nous a fait confiance et nous sommes là pour vous donner un outil unique qui va regrouper au sein plusieurs acteurs pour pouvoir arrêter le gaspillage alimentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé, j'étais un peu court. Il vous restait 17 secondes, mais c'est pas obligé. Hein. On peut économiser du temps aussi. On peut économiser du temps. Très bien. On va passer tout de suite aux questions. Ah, n'oubliez pas de parler dans le micro. Vu qu'il y a des caméras qui filment, c'est bien que tout le monde entende les questions. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par rapport à votre développement au niveau des territoires, vous avez des priorités par rapport aux tailles des collectivités concernées? Alors en taille de collectivité, non. D'abord, on voudrait s'intégrer d'abord dans des systèmes régionaux de type Grand Est ou Occitanie pour pouvoir avoir plusieurs écosystèmes différents. Ensuite, on va être plus apte à s'occuper de villages qui sont aujourd'hui plus avancés sur la question de la transition écologique, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura fait un petit peu on a pris un peu de bouteille, nous irons justement voir les grandes villes,
où là, c'est plus compliqué, c'est d'autres outils à mettre en place parce qu'ils n'ont pas non plus tout l'espace urbain nécessaire comme on peut retrouver dans les campagnes. Si j'ai bien compris, vous collectez des données sur les jardins. Excusez-moi. C'est dans quel but? Vous en faites quoi après? Alors, les données, on peut voir à spectre large. Dans un premier temps, c'est pour donner des indicateurs d'autosuffisance alimentaire dans les jardins privés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ville n'a pas d'indicateur de ce qui se passe dans les jardins privés. En plus, comme on développe un petit objet connecté, on peut avoir une qualité des sols dispersée sur un même territoire. Ce qui répond à peu près à votre question. Donc on peut après extrapoler large dans le sens où on peut aller dans la data, le donner par exemple aux universités ou qui en a besoin. Est-ce que du coup les jardiniers peuvent se parler? Est-ce que ça a aussi un objet réseaux sociaux? Bien sûr, il y a tout un aspect communautaire et justement c'est ce qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la biodiversité elle ne sera pas que par le numérique, elle sera aussi par les gens. Et les gens, il faut qu'ils communiquent entre eux. À l'heure actuelle, on peut prendre par exemple l'exemple de la permaculture, il y a des gens qui paillent leur sol. On peut mettre en sorte que les gens s'organisent entre eux pour justement récupérer la matière première à ces choses-là. Donc tout est possible de ce côté-là, communautaire. Voilà, le temps est écoulé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors les prochains à nous présenter leur projet, c'est l'Europe vue du ciel. Ils nous viennent de Chambly. On peut les applaudir, bien entendu. Bonjour, merci de votre accueil. Donc l'Europe vue du ciel, on est une société de prise de vue aérienne, on est une équipe de 5 personnes installées sur l'aérodrome de Chambly. Notre métier, c'est la prise de vue aérienne, que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et notamment la prise de vue verticale qui sert à de multiples applications de cartographie. Dans ce métier, la plupart des prises de vue, 95% à peu près des photos, sont faites pour des raisons techniques et historiques, avec des caméras assez lourdes, assez encombrantes, qui impliquent d'utiliser des avions importants en taille. Très bons avions qui ont juste l'inconvénient d'être de conception un peu ancienne et d'avoir une consommation de carburant entre 90 et 300 litres par heure de vol. On a vu arriver il y a peu de temps des nouveaux capteurs extrêmement compacts, très performants en termes de qualité photo, mais très petits aussi. Et ça nous a donné une idée d'innovation qui est de dire on va changer aussi l'avion. On change le capteur, mais on change aussi l'avion. On va chercher un avion de nouvelle génération, beaucoup plus petit, qui est prévu pour faire de l'école de pilotage, qui est fantastique parce qu'il vole à 200 km/h, il consomme 13 litres d'essence, c'est-à-dire que ça consomme à peu près autant que votre voiture pour 100 km parcourus. C'est une première en termes d'avion dédié au travail aérien. Cet avion, on l'a profondément modifié et surtout on a développé, c'est la troisième brique technologique, le cœur numérique de l'avion, l'intelligence, c'est tout le système de gestion de vol. Sur un projet qui consiste à photographier 800 km² pour une communauté d'agglomération par exemple, ça peut impliquer de faire 10 000 photos. 10 000 photos avec une précision de déclenchement de chaque photo de l'ordre de la demi-seconde. Donc ça peut se faire que par informatique, avec un système qui va donner des guides aux pilotes pour suivre des axes précis, une altitude précise, et qui va automatiquement déclencher l'appareil photo en fonction du vent et en fonction de la vitesse de l'avion. Le projet, on l'a appelé Green Observer. On en a fait même une petite marque. C'est plus un prototype, c'est plus un projet, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aujourd'hui maintenant depuis 2 ans, qui génère des coûts d'acquisition pour nos clients, des photos avec une économie de l'ordre de 30 ou 40%. Les clients sont souvent des collectivités locales, ils apprécient beaucoup en ce moment qu'on amène des solutions de ce type-là. Mais aussi, on a fait un très grand pas en avant en termes de protection de l'environnement avec la notion de rejet carbone, puisque c'est un avion, quand on le compare aux autres avions du marché aujourd'hui, on divise entre 2 et 10 fois la quantité de rejet carbone émis à travail identique. Du point de vue de l'entreprise, les retombées très concrètes qu'on a, c'est un taux de rejet de CO2 divisé par 5. Des clients qui sont devenus inconditionnels du green, ils nous appellent des fois au lieu de dire je veux un devis pour des photos aériennes, ils nous disent je voudrais un devis pour des photos faites avec le green. Une croissance de chiffre d'affaires pour l'entreprise et du résultat qui est de l'ordre de 2 chiffres. Et pour nous, c'est clairement un nouvel outil qui nous a ouvert de nouveaux marchés. Donc c'est un bel exemple, enfin nous on le voit comme ça, un bel exemple d'une petite entreprise, on est 5 personnes, qui est capable d'innover, d'amener quelque chose
qui est très performante en termes de baisse des rejets carbone et qui en même temps baisse le coût d'acquisition du produit. Je suis allé très vite parce que 3 ans d'innovation en 3 minutes, c'est un peu rapide, donc j'ai sûrement oublié des choses, mais je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Ce qui tombe bien, en effet, vous avez fait vos 3 minutes. Bon, petite question à laquelle vous attendez certainement. Pourquoi un avion et pas des drones autonomes à voilure fixe? Alors, pour une bonne raison, les deux sont très complémentaires. Le drone, pour prendre une image, elle n'est pas du tout péjorative, hein. Le drone, c'est quelque chose qui n'existait pas dans notre métier. On a inventé le scooter. Pour aller livrer un colis 2 quartiers de ville plus loin, le scooter, c'est parfait. Mais si vous devez aller voir un client à Montpellier ou déménager un appartement que vous avez de Strasbourg à Reims, vous ne pourrez jamais prendre un scooter. Le drone est très performant sur des petites zones, on va dire, pour simplifier, jusqu'à 5 km². Il a des butées réglementaires qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler dans une ville sur des zones très ponctuelles en mettant au sol des zones de sécurité pour éviter le survol de tout public. Mais on ne peut absolument pas imaginer faire survoler une agglomération avec un drone pendant plusieurs heures en tirant des bords pour faire des photos parce qu'inévitablement, vous allez avoir des gens en dessous. Donc, c'est 2 vecteurs qui sont totalement complémentaires. Et nous, aujourd'hui, quand on analyse un petit peu nos chiffres, 20% de notre chiffre d'affaires, ça nous est apporté par des opérateurs de drones, en fait, qui ont des marchés qui dépassent la capacité technique du drone et qui nous les sous-traitent. Quel investissement pour votre green? Alors, très simplement, c'est 100 000 € pour l'avion et 100 000 € pour les équipements qui sont dans l'avion. Le système informatique que j'évoquais tout à l'heure, ça représente à peu près 3 années hommes de développement, de mise au point, qu'on a fait entièrement en interne. Une dernière question peut-être ? L'avion que vous proposez est très performant, mais reste un véhicule thermique. Est-ce que vous prévoyez de développer un autre type d'objet volant qui fonctionnerait, je ne sais pas, à l'énergie solaire? Alors, on garde un œil très précis là-dessus. Il faut savoir que le fabricant de cet avion, c'est des gens qui sont extrêmement engagés sur le côté éco-responsable. L'usine est autosuffisante en électricité, par exemple, avec les panneaux solaires. Et ils commercialisent une version de cet avion électrique, qui aujourd'hui est extrêmement prometteuse. Il y en a plusieurs qui viennent d'être importés en France, mais on est encore dans les limites de ce que permettent les accus et l'électricité, c'est-à-dire que c'est un avion idéal qui a une autonomie d'1 heure, 1 heure 15 à peu près, donc c'est parfait pour faire de l'école de pilotage. En plus, il y a beaucoup moins de bruit quand on est près des villes. Mais dans les contraintes qu'on a, nous, en photo, où on a besoin au minimum de 3 heures d'autonomie, l'idéal étant 5, avoir un appareil où on doit se poser toutes les heures pour changer des batteries, c'est à aujourd'hui pas encore la bonne solution pour nous. Et dans cet avion, les batteries aujourd'hui prennent un peu trop de place par rapport aux équipements photo qu'on y met. Donc c'est dans l'avenir, c'est clair que c'est des choses qui vont évoluer dans le bon sens et on garde un œil très, très précis là-dessus. Mais ce n'est pas encore pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Alors la prochaine société, je suppose qu'ils ne sont pas venus en drone non plus puisqu'ils viennent de hier. Il s'agit de Minigreen Observer. Power, pardon, Minigreen Power. Tout à fait. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, donc Yann Herriot, Minigreen Power. Voilà. Donc je vais commencer en vous parlant de Jean. Il y a 5 ans, Jean construisait une centrale électrique qui, vu du cockpit de Solar Impulse, ressemblerait à ça, si ça va bien marcher, voilà, une grosse usine à gaz. Et il s'est dit que le prix de l'énergie était bien cher, pour la planète évidemment, et puis pour la paix entre les gens aussi, parce que le chantier se déroulait sous le passage régulier des obus. Alors avec Hubert, ils ont décidé d'œuvrer pour la Terre et les hommes avec des énergies renouvelables, loin de ce gigantisme, et ils ont créé en 2014 Minigreen Power. Alors j'ai tout de suite accroché avec le projet, avec un tel projet évidemment. Et Jean aime aussi beaucoup la voile, et je vous parle de ça parce que ça se prête bien à l'histoire de Minigreen. Il y a un cap précis, le vent est de face, et on va tirer des bords pour avancer. Alors le cap précis, c'est quoi? La fenêtre sur l'avenir qu'on veut ouvrir parce qu'on n'est pas satisfait de ça, c'est l'autonomie énergétique locale bas carbone.
Et ça a démarré le premier bord avec la création de mini-centrales biomasse. Une énergie verte, non intermittente, qui fait de la chaleur, de l'électricité, même du froid. Waouh! En plus, nos centrales, cerise sur le gâteau, sont capables de s'adapter en temps réel à divers types de biomasse. Élagage, copeaux humides, bois traité. Le déchet vert devient un combustible. Ça crée de la différence. On arrive à atteindre 5 € par mégawattheure thermique, 4 fois moins que pour la plaquette forestière ou du gaz. La technologie a convaincu les premiers clients. Comme en Sicile, on a installé une centrale biomasse qui produit de l'électricité pour le réseau avec des déchets verts. Alors, malgré ces succès, il fallait quelque chose de plus. On a entamé notre deuxième bord. On a développé des solutions autour du photovoltaïque. Et comme par exemple alimenter avec du solaire diesel une pêcherie dont on va contrôler les frigos pour utiliser au mieux l'énergie solaire. Et on a créé, je vais y arriver, pardon. Je suis désolé. Voilà, Madagreen Power qui installe des systèmes d'énergie hybride à Madagascar, un pays où l'autonomie énergétique, c'est un vrai sujet. On suit notre cap. Ce détour par l'Afrique nous a permis de mieux comprendre les besoins de nos clients, y compris en France. Et Minigreen Power a décidé de démarrer son troisième bord en devenant directement producteur d'énergie locale bas carbone. On ne fait plus seulement des technologies, on est capable de proposer des kilowattheures. Parce que c'est ce que souhaitent nos clients au fond. Voilà. Aujourd'hui, on est positionné en haut du panier sur des appels d'offres biomasse en France et nous démarrons un business de mini-producteurs indépendants pour des sites isolés au Togo. J'y vais ce soir. Donc, vous avez compris, quand j'ai rencontré Jean, il m'a proposé de faire partie de l'équipage. J'ai tout de suite accepté. Nous lançons une offre d'obligation convertie pour vous permettre vous aussi d'embarquer. À tout de suite pour échanger. Merci. Parfait. Tout de suite les questions. Visiblement, le discours était clair et limpide. Pas de questions. Il n'y a pas de questions. Comment pourrait évoluer le point du stockage de l'énergie solaire? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a des technologies qui fonctionnent très bien d'un point de vue technologique pour économiser du fuel. Par exemple, on sait économiser 2/3 de fuel. Je me permets de le dire parce que dans mon ancienne vie, j'ai été manager des projets d'innovation pour la Schneider Electric et on a fait ça dans des tests plein de fois. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va maintenant s'intéresser à comment on va pouvoir mettre ces technologies à disposition auprès des gens. Et par exemple, ce qu'on va faire en Afrique, c'est qu'on va arriver avec des stations mobiles, on va évaluer le besoin du client et on va leur vendre l'énergie au prix du diesel sans qu'ils aient à investir pour des groupes ou du matériel. Parce que ça suffit en performance technologique pour faire des emplois locaux, pour générer des bénéfices pour nous, évidemment, mais aussi pour les gens qui s'investissent localement. Voilà, c'est surtout une panne de business model, mais les technologies, lithium-ion, on s'en sort avec les technologies actuelles, avec des contrôles optimisés pour le... Donc ça veut dire que la totalité de l'énergie qui est collectée par le solaire est emmagasinée dans les batteries, la totalité, est utilisée en totalité. Ça va dépendre du profil de consommation. Il y aura un optimum économique entre l'utilisation du diesel, par exemple, la nuit, quand ça coûterait vraiment trop cher d'avoir des batteries. Mais oui, l'idée, c'est si on arrive à réduire de 2/3 la consommation du diesel, c'est qu'on... Donc là, aujourd'hui, c'est remplacer le diesel par d'autres énergies non carbone. C'est ça. Et petit à petit, pas tout d'un coup. Voilà, progressivement, voilà, pour habituer. Voilà. Et on va former les gens sur place pour apprendre à le faire. Merci. Beau projet. Très bien, merci. Les 2 minutes sont écoulées. Merci beaucoup. Au Togo, alors. J'invite à me rejoindre MyFood France, qui nous viennent de Molsheim. Bonjour. Bonjour. Michael Kandeki, cofondateur de MyFood. Alors, je suis originaire de Metz, un quartier du Pontifroy, si ça vous parle. Il y a quelques années, j'étais encore consultant informatique dans la finance. J'étais planté devant mon écran d'ordinateur.
Et à ce moment-là, j'étais déjà assez fasciné de voir comment des innovations de notre quotidien avaient pu émerger de ce qui s'appelle le libre ou l'open source. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont des contributeurs à travers le monde entier qui, à travers un esprit de partage, d'échange, ont réussi à nourrir le commun pour le bien de tous. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'on n'arriverait pas à mettre à contribution cette approche, ce type de méthode, pour justement s'adresser à une certaine industrie? Une industrie qui pollue, qui détruit parfois la biodiversité et qui amène malheureusement aussi des pesticides dans nos assiettes. Et il y a encore une publication qui a été faite par Charlie Hebdo cette semaine, je crois. Donc on a cherché justement à appliquer ce type d'approche, ce type de méthode, pour faire émerger un projet qui vise un impact mondial, une initiative qui allait chercher à stimuler l'autoproduction par un outil technique, par un outil qui va se représenter comme étant, on va dire, la conjugaison de choses qu'on a pu déjà glaner ailleurs, avec toujours cet esprit de partage et d'échange. Et c'est comme ça qu'en 2015, à force d'avoir bricolé dans le garage et le jardin de mon beau-père, on a proposé une serre connectée, qui allait combiner d'un côté de la culture verticale qui fonctionne avec un moteur sain, les poissons, voilà, la fameuse aquaponie, des buts de culture et aussi cet aspect connecté, pour pas seulement proposer un outil technique, mais aussi des solutions qui permettent à des personnes de se faire la main sur ce type de culture. Et ça marchait assez bien, donc on a proposé ça pendant la COP21, et assez rapidement une communauté de pionniers, nos bêta-testeurs, se sont manifestés pour tester les serres chez eux. Donc on a développé le produit avec eux et pour eux de manière itérative. Alors cette serre elle est autonome en énergie grâce à ses panneaux solaires. Elle combine, comme j'ai dit, culture verticale et but de culture. On a collecté déjà plus de 6 millions de points de données à travers les 120 serres connectées qui sont déployées en Europe et à travers le monde. On a aujourd'hui dans cette communauté active des personnes qui nous ont apporté leurs compétences, leurs connaissances pour faire vraiment mûrir notre approche et surtout permettre à des personnes qui ont vraiment jamais touché on va dire, au maraîchage ou à la pisciculture de s'en sortir très bien. Aujourd'hui, des personnes complètement novices, au bout de quelques mois, sont capables de produire suffisamment pour couvrir plus de 50% de leurs besoins en fruits et légumes. Et pas n'importe quel fruits et légumes, des fruits et légumes sains, ultra frais. On a pu mesurer que ces fruits et légumes avaient 2 fois plus de protéines végétales, 2 fois plus de fibres que le conventionnel et infiniment plus de vitamines puisqu'on les consomme directement en ultra frais. Je ne sais pas si je vais au bout des 3 minutes. Non, ça... Il reste 15 secondes pour 15 secondes. Alors l'aspect connecté, décidément. Oh, oui, oh, oh. Donc on est sur un large panel de végétaux, hein, donc c'est pour s'adresser à une dimension d'une famille de 4 personnes. Les panneaux solaires, c'est pour l'autonomie. Le pôle à granules, c'est pour cultiver même en hiver. Et on a un réseau social où nos agronomes interagissent directement pour répondre aux questions des pionniers en direct. Voilà, merci. Merci à vous. 3 minutes, c'est parfait. Merci. Cette télécommande est décidément capricieuse. Je crois qu'il y a une slide après. Ah oui, non, ah, ouais. Allez. Je sais pas, en régie, non. Non, après, next. Encore un coup. Ah, voilà, quand même. J'ai développé cette application quand même, c'est pour ça. Comme ça, vous pouvez poser des questions en voyant l'application. Alors, une question sur vos clients. Est-ce que c'est plus un profil particulier ou est-ce que vous arrivez à démarcher aussi des cantines ou des restaurants d'entreprise? Oui, on a les deux. Hein, donc c'est, on va dire, 70% du B2C. Et sinon, dans le B2B, on a Oberpallen à Luxembourg, le Pal Center, qui a son orangerie qui est juxtée avec sa serre connectée. On a des herboristes à Marseille, l'arboristerie du Père Blaise. Sur son toit, il a maintenant de quoi produire ses herbes médicinales. On a le restaurateur Louzou à Paris, qui a fait infuser des eaux directement avec des végétaux qui sortent de sa serre. On a installé récemment à la mairie du 15e une école primaire. Voilà, on a inauguré ce lundi un EHPAD, l'EHPAD de Saint-Pierre en Alsace, qui va proposer un programme thérapeutique non médicamenteux directement dans la serre. Quoi d'autre? Des restaurateurs, des chambres d'hôtes, des industriels. Grosse Bouche à Luxembourg, peut-être que vous connaissez, hein, ils sont assez connus aussi dans le Grand Est, ont mis une serre justement sur leur toit pour faire de l'éducationnel, du pédagogique. Ils invitent par semaine 2 écoles toute l'année pour justement faire de la pédagogie autour de la culture respectueuse des végétaux. Une autre question? Si on peut passer le micro.
Alors la serre, c'est de l'aluminium, profil aluminium vers Securite. C'est dans le durable, hein. Ces serres, c'est un outil du marché qui existe depuis 30 ans et les premières serres sont encore debout. Donc nous, on travaille avec le Luxembourg Institute of Science and Technology pour justement travailler sur le life cycle management de tout le produit, pour montrer que justement, il n'y a pas forcément que l'indice prix et rentabilité de la production, c'est aussi avoir un indice environnemental sur la manière dont on l'a conçu et la manière dont elle vit. Donc c'est quelque chose qui est très particulier chez nous, on veut garder un œil très précis là-dessus. Voilà. Alors après, sur le sourcing, il y a 300 pièces différentes. Hein, donc la serre est flamande, les matériaux électroniques viennent de Suisse, les tours de culture sont produits chez nous en Alsace. Voilà, bon. Voilà, ainsi s'achèvent les 2 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça passe vite. Il est temps d'accueillir Osids de Moulins-les-Messes. Et on peut les applaudir. Bonjour, je suis Claire de Osids. Et avant de vous présenter le Green Totem, je vais vous présenter Capucine. Savez-vous que les fleurs de capucine sont comestibles et qu'avec les boutons floraux, on peut faire de délicieux capres? Ouais, la plante a aussi des propriétés antiseptiques qui permettent de soigner les petites blessures et d'en favoriser la cicatrisation. Nos grands-parents savaient jardiner tout en respectant la nature. Ils connaissaient les bienfaits de la biodiversité et l'utilité des plantes. Aujourd'hui, paysagiste de métier, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « T'as de la chance, moi j'ai pas la main verte ». Je n'ai pourtant pas été doté de super pouvoirs à la maison, ni à la naissance d'ailleurs. Mon métier, je l'ai appris et je peux le transmettre. Nous avons donc créé le Green Totem. Le Green Totem est un mobilier urbain connecté dédié à la sensibilisation du grand public aux bénéfices de la biodiversité et aux alternatives aux pesticides. Fonctionnant à l'énergie solaire, disposant de son propre hotspot Wi-Fi, le Green Totem est une solution clé en main qui s'implante n'importe où, sans travaux. Nos clients sont les collectivités, les constructeurs d'écoquartiers, les responsables RSE des grandes entreprises, les parcs privés. Avec le Green Totem, nous utilisons votre addiction au smartphone pour sensibiliser tout le monde autour des enjeux de la biodiversité. Vous découvrez le Green Totem dans un parc. Là, une petite notice vous indique comment vous y connecter sans télécharger d'application. On vous présente les graines qu'il distribue, mais aussi l'enjeu environnemental qu'on souhaite couvrir. Faire revenir les insectes pollinisateurs, améliorer l'autonomie alimentaire des habitants, réimplanter des variétés endémiques disparues des jardins. Le Green Totem distribue graines et savoir. En un clic sur votre smartphone, vous allez pouvoir récolter des graines. Nous allons également vous expliquer comment les semer, comment entretenir vos plants, comment les soigner en bio et surtout comment les multiplier pour en bénéficier l'année suivante. Nous allons également vous dévoiler tous les petits secrets des plantes et leurs utilités afin que vous en tombiez amoureux. Une fois rentré chez vous, on ne vous laisse pas tomber. Nous vous envoyons des notifications contextuelles à chaque grande étape de la vie de vos plantes. Si vous avez récolté des graines de bourrache en octobre, ce n'était pas le moment de les semer. Nous vous renvoyons donc une notification contextuelle au bon moment, en avril-mai, avec la méthodologie à suivre pour que votre expérience d'éco-jardinage soit un succès. On vous interroge aussi sur vos plantes. Est-ce qu'elles ont poussé? Ont-elles des maladies? Afin de vous conseiller, mais aussi pour créer un feedback auprès de nos clients, afin qu'ils puissent évaluer l'efficacité de leur démarche environnementale et utiliser les plantes comme bio-indicateurs de la santé du territoire. Avec le Green Totem, vous, chaque citoyen, tout le monde peut devenir acteur de la beauté et de la bonne santé de notre environnement. Numérique, disruptif, autonome et bienveillant, le Green Totem est la solution pour tous ceux qui souhaitent, petit geste après petit geste, prendre soin de ce que nous avons de plus précieux, notre planète. Bien que je sois privé de micro, on va quand même passer aux questions. Alors, n'hésitez pas. Si je comprends bien qui sont vos utilisateurs, vos clients, c'est quoi, les collectivités locales? Comment vous organisez ça? Alors, c'est soit les collectivités locales, soit les constructeurs d'écoquartiers qui, dans leur offre, doivent dynamiser un quartier où forcément les populations ne sont pas toujours éco-responsables de base. Donc en fait, il va falloir faire de l'acculturation au jardin, les éduquer pour que ça se passe bien. Une autre question ? Qui fait le suivi? Enfin, faut s'occuper des plantes, je suppose, un minimum. Donc, qui après fait le suivi? Ce sont les espaces verts, ce sont... Oui. Donc, c'est les communes, par exemple, qui investissent pour que leurs citoyens puissent agir. Mais en fait, ils agissent chez eux, sur leur balcon, dans leur jardin. On agit en fait là où les collectivités ne peuvent pas agir, chez les particuliers.
Et ce qui est surtout aussi important, c'est qu'en fait, il y a une loi qui va passer là très bientôt pour interdire les pesticides au niveau des particuliers. Et en fait, du coup, on veut leur apprendre pour chez eux, justement, à pu en utiliser. Il y a aussi, évidemment, pour l'entretien du mobilier, il y a juste à recharger en graines régulièrement. La commune est notifiée à chaque fois que les graines sont arrivées sont épuisées. D'autres questions? On a encore un peu de temps, là. Alors, je vais juste en profiter pour dire qu'on va certainement être labellisé Green Tech Verte par le ministère de l'Environnement le mois prochain. On intègre The Pool à Blida dans les semaines à venir. Pour apprendre à pitcher, entre autres. Et que nos clients qui sont juste là, nos premiers clients qui nous ont fait confiance, on inaugure leur Green Totem le 5 octobre à Russange et au Metz. Merci. Merci. Et maintenant, en plus, on a de la déco. Merci beaucoup. La société suivante nous vient également de Metz. Il s'agit d'Organéo. Je vous demande de les applaudir. Merci. Juste derrière. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Union européenne et la France se sont dotés récemment d'une feuille de route ambitieuse en matière d'économie circulaire qui vise notamment à valoriser 55% de nos déchets ménagers sous forme de recyclage ou de valorisation matière. Et malheureusement, les objectifs précédemment fixés pour 2015, qui étaient de 45%, n'ont même pas encore été atteints. Chez Organéo, nous sommes convaincus que la sensibilisation et l'éducation du plus grand nombre permettraient d'améliorer les choses. C'est pour cela que nous avons développé deux applications qui sont Compost Challenge et Game of Tree. Ce sont des jeux vidéo pédagogiques. Tout d'abord, Compost Challenge. En tant que joueur, vous allez emménager dans une nouvelle maison et vous allez apprendre à trier vos déchets en fonction des règles en vigueur dans votre ville. Vous allez également apprendre à séparer vos biodéchets et à les composter. Vous allez collecter le compost et vous allez apprendre également à entretenir votre jardin au naturel. Pour les collectivités, Compost Challenge, c'était la slide précédente, excusez-moi. Pour les collectivités, Compost Challenge dispose de nombreuses fonctionnalités, dont des remontées d'informations relatives aux usages en vigueur sur leur territoire, ce qui permet d'optimiser les campagnes de prévention et de sensibilisation du grand public. De nombreuses collectivités ont déjà adhéré à Compost Challenge et l'utilisent en France et dans le monde, puisque nous avons une collectivité canadienne parmi nos adhérents, et plusieurs milliers de personnes ont été sensibilisées grâce à cet outil. Le petit frère de Compost Challenge, c'est Game of Tree. Game of Tree, c'est le guide numérique du tri des déchets. Entièrement paramétrable en fonction des contraintes des entreprises ou des collectivités, est disponible en 5 langues. Game of Tree dispose également d'un dictionnaire des déchets précis qui vous permettra de découvrir des trucs et astuces sur la prévention et le recyclage de vos déchets. Plusieurs entreprises et collectivités utilisent aussi Game of Tree pour sensibiliser leurs usagers. Et au quotidien, de nombreux publics scolaires et grand public peuvent découvrir le tri des déchets grâce à cet outil. Je vous invite à télécharger Compost Challenge et Game of Tree sur vos smartphones et tablettes pour découvrir ces solutions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Le jeu étant d'avoir maintenant 2 minutes de questions, c'est parti. Tout à fait. Oui, question sur le modèle économique. Comment vous générez du revenu ? Alors, par deux biais. Soit nous intégrons ces outils numériques dans le cadre de nos prestations de services autour du compostage de proximité et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui est le cas sur le département de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle notamment. Soit les collectivités peuvent adhérer individuellement, de manière à ce qu'elles proposent Compost Challenge ou Game of Tree comme outil de sensibilisation grand public qu'elle va diffuser par les réseaux sociaux ou par le biais du bulletin communal. Donc il y a les deux modèles qui sont possibles. Comment vous mesurez l'impact de l'utilisation de l'application sur
le tri, etc. Alors, comme je le disais, on a des remontées d'informations, donc il n'y a pas d'informations personnelles. Quand les joueurs se connectent, ils doivent renseigner leur code postal, ce qui permet de paramétrer l'application en fonction de là où ils se trouvent. Et il y a un questionnaire intégré dans le jeu qui permet de remonter des informations aux collectivités, mais aussi de savoir si les erreurs de tri sont importantes ou pas. On sait par exemple qu'en moyenne, sur l'ensemble du territoire français, en début de jeu, on est à 30% de taux d'erreur de tri. Sur le tri des déchets ménagers, et au niveau 10 on baisse à 5%, c'est-à-dire que le joueur a commencé à apprendre comment bien trier ses déchets. Donc voilà, on mesure les performances de cette manière. Le profil des joueurs, des ados, des enfants, des adultes? Alors, des enfants et des adultes. Les ados, malheureusement, on s'est rendu compte qu'on a un déficit par rapport à eux. Effectivement, c'est peut-être lié au design de l'application ou aussi au centre d'intérêt des adolescents. Mais après 20 ans, le gros de nos joueurs ont plus de 25 ans. Ils ont entre 20 et 40 ans. On a encore le temps pour une dernière question. Bon, on peut vous libérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Le dernier finaliste de ce challenge e-solution pour la planète nous vient également de Metz et c'est Trésorio. Bonjour à tous. Jonathan Klein, cofondateur de Trésorio. On a entendu parler beaucoup d'objets connectés, de big data, qui en ressortent des analytics et de l'intelligence artificielle, etc. Alors juste la petite télécommande. Tout ça, pour fonctionner, a besoin d'infrastructures de calcul, de stockage et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. Petit rappel, le cloud, c'est finalement la capacité de vous laisser utiliser des ressources informatiques sans qu'elles vous appartiennent, sans qu'elles soient chez vous. Et c'est un marché forcément en très grande croissance, puisque tout ce que permet le cloud évolue extrêmement rapidement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la concentration du marché, qui est concentrée autour de 4 acteurs principaux qu'on connaît tous, et la nouvelle tendance de ce qu'on appelle le green computing, puisque les data centers consomment énormément d'énergie, rejettent énormément de chaleur rarement récupérée. On estime à 27 réacteurs nucléaires la consommation de l'intégralité des data centers sur la planète, et il n'y a que quelques pourcents de la chaleur dégagée qui est récupérée. Pourquoi ce modèle centralisé ? Il y a beaucoup d'avantages. Forcément, gérer une infrastructure informatique, c'est compliqué. C'est hasardeux, ça engendre énormément de problèmes et pour la majeure partie des sociétés, si chacun avait à fournir son propre serveur, on n'aurait quasiment plus d'applications sur l'App Store. Donc cette facilité d'usage nous a mis dans ce paradigme, mais on voit qu'aujourd'hui, pour permettre à la quasi-totalité de la planète d'avoir accès à ces services cloud, il faut repenser le modèle, puisque quand vous vous situez au milieu de l'Afrique, vous pouvez voir que pour avoir accès à un serveur Amazon ou IBM, il faut passer après toute l'Europe, ce qui est extrêmement compliqué à gérer. Les fibres étant comme des autoroutes, vous avez beaucoup de chances d'avoir des bouchons à l'arrivée. La solution qu'on envisage, c'est la décentralisation de cette infrastructure. On a parlé ces dernières années beaucoup de blockchain, de systèmes peer-to-peer. Et finalement, nous, on vient du monde de la blockchain et on s'est rendu compte que pour décentraliser cette infrastructure, il fallait faire face à des contraintes qui sont extrêmement fortes. En particulier, donner la capacité à un grand nombre d'utilisateurs de gérer facilement ces machines et toutes les externalités négatives, que ce soit la chaleur, la puissance, le bruit, etc. Pour ça, on a inventé le concept de Green Node. Donc, c'est une armoire informatique qui permet à tout type d'utilisateur de déployer son propre service cloud, clé en main. Donc, ce Green Node intègre donc tout ce qu'il faut à l'intérieur pour installer ces serveurs, les gérer à distance avec une plateforme de monitoring, aussi un ballon d'eau chaude pour récupérer la chaleur des serveurs, un petit module de pompe à chaleur pour récupérer l'air chaud qu'on n'arrive pas à récupérer directement dans l'eau,
Et donc c'est une boîte hermétique qui n'a aucun impact sur la pièce dans laquelle elle est installée. La seule chose qui est nécessaire pour la déployer, c'est une arrivée d'eau froide. Donc quand je dis eau froide, c'est jusqu'à 55 degrés. Une sortie d'eau chaude, typiquement jusqu'à 65-70 degrés. Une arrivée électrique et une fibre. L'arrivée d'eau froide, c'est moi, les 3 minutes sont écoulées. D'accord. Il reste donc 2 minutes pour les questions. Si questions il y a. Oui, donc les clients, vous vendez à qui ici, là? Pardon. Vos serveurs? Alors, on peut les vendre, on va les vendre. On est en phase d'entrée en commercialisation. Aujourd'hui, on se concentre sur le propre déploiement de notre réseau. Donc là, vous voyez, le premier Green Node qu'on a mis en place, c'est dans l'hôpital de Mercy. Il fonctionne depuis début juin. Et je vous invite à aller retrouver la vidéo sur YouTube en tapant Tresorio Hub sur YouTube pour voir ce qu'on a fait là-bas. Il y a des questions là-bas également. Le besoin est presque pour tout le monde, puisque on l'a vu dans les dernières présentations. Je pense par exemple à la serre connectée qui fait de l'analytique sur les données, qui fait de l'hydroponie avec de l'eau qui peut être typiquement chauffée par les serveurs qui sont en train d'analyser les datas que ça génère. Aujourd'hui, l'application est extrêmement vaste, puisque on a besoin partout. Pouvez-vous nous dire 2 mots de votre expérimentation à Mercy? Alors, le Green Node qu'on a mis en place à l'hôpital de Mercy s'est fait via un partenariat qu'on a avec Dalkia, qui nous permet d'amorcer le déploiement de ce réseau, donc de les mettre en réseau et ensuite de relouer la puissance de calcul qu'hébergent ces machines. On l'a mis en route en juin, on l'a inauguré avec Madame Sylvie Géano, présidente directrice générale de Dalkia, en juillet. Il tourne depuis sans interruption, il produit de l'eau chaude à 65 degrés avec une arrivée qui arrive à 55. Et l'avantage, c'est que ce type de refroidissement nous permet d'avoir 0 panne. Pour l'instant, on n'a eu aucune panne en 3 mois. Oui. Une toute dernière et rapide question. Bonjour, c'est très intéressant. À qui vous louez la capacité de calcul? Alors, la capacité de calcul sera louée d'abord sous un format VPS pour ceux qui connaissent, donc les Virtual Private Servers, qui est exactement le même type de service qu'on retrouve chez un Amazon ou un Digital Ocean. Nous, on a un usage en interne de cette puissance de calcul pour créer un service d'analytics, et on va pouvoir le louer à n'importe quel développeur qui a besoin de puissance de calcul. Pour assurer la production de chaleur en continu, on rajoute un moteur de machine learning qui permettra à tout le monde de rentrer ces paramètres dans les algorithmes et de faire tourner les entraînements d'intelligence artificielle, ce qui représentera notre plus gros marché au niveau de la location de puissance. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Bien, merci à tous pour ces brillants exposés. Le jury, qui n'est pas moins brillant, va maintenant délibérer. Il est composé de membres de l'ADEME, d'Engie, du Sillon Lorrain et du fonds d'investissement Déméter. Pendant un quart d'heure, ils vont délibérer et je vais vous demander pendant ce temps-là de libérer la salle. Vous avez tout loisir d'aller boire un café, un rafraîchissement et de revenir d'ici une petite quinzaine de minutes pour assister à la remise des prix. On va commencer par le 3e prix, le prix de la pépite. Et j'invite le représentant du Sillon Lorrain à me rejoindre, Monsieur Philippe Hénaud, qu'on peut applaudir. Merci. Alors, le prix de la pépite est attribué à l'unanimité du jury à la société Organéo et son représentant Nicolas Mortas, qui est là. Le prix de la pépite, Nicolas. Merci. Vous voyez mon t-shirt? C'est plus important. Merci bien. Pour le 2e prix, le prix du jury, je vais demander aux représentants de l'ADEME de me rejoindre. On peut également l'applaudir. Ah, il n'y a pas de t-shirt. Bon, bah, la veste, ça sera très bien.
Donc, ce prix est remis à Altermaker, si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas retenu votre nom. En tout cas, félicitations pour votre projet. On a besoin de vous pour développer l'éco-conception dans le monde de l'industrie. En toute logique, le premier prix, donc je vais demander à un représentant de Engie, des représentants de Engie. Bonjour, donc le prix du jury est remis à Mini Green Power, qui est, non j'ai oublié le nom, voilà. Et on vous souhaite en plus un bon vol pour le Togo. Merci. Bravo. Bravo. Mieux. Ah, on a la lumière. Merci beaucoup. Eh bien, ainsi s'achève ce challenge e-solution pour la planète. Merci à tous pour votre participation, merci à tous pour ces beaux projets et je vous souhaite une bonne fin de salon.